Je vais traiter des enjeux nucléaires du conflit ukrainien. Je vais me concentrer vraiment spécifiquement sur le rôle de l'arme nucléaire dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc, je ne vais pas évoquer dans le cadre de ma présentation des enjeux plus généraux sur la relation américano-russe dans le domaine nucléaire. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra peut-être évoquer si vous le souhaitez dans le cadre de la discussion ensuite. Donc, vraiment, je vais me concentrer sur le cas ukrainien. On a parlé du retour de la guerre, on a parlé du retour du tragique en Europe. Cette guerre en Ukraine a aussi marqué le retour du nucléaire. On s'est rendu compte que le nucléaire, ça existait toujours, le nucléaire militaire, et que la Russie disposait d'un stock d'armes assez important. Cet enjeu nucléaire, il est apparu dès le début du conflit au travers d'un certain nombre d'agissements de la Russie, et notamment de déclarations publiques. Quelques jours à peine après le début de l'intervention russe, le président Vladimir Poutine prenait la parole à la télévision et annonçait qu'il mettait en état d'alerte les forces nucléaires russes. Une déclaration assez fracassante qui a suscité beaucoup de commentaires assez alarmistes. En réalité, c'est une déclaration dont on a du mal à mesurer la portée concrète. Au-delà de l'impact politique qu'elle a pu avoir, il se trouve que matériellement, elle n'a a priori eu aucun effet. On n'a pas observé de changement dans la posture nucléaire russe, on n'a pas observé de changement sur les différents sites hébergeant des armes nucléaires russes. Donc, voilà, c'est une déclaration qui est assez étonnante. On a du mal à percevoir ce qu'elle implique concrètement, mis à part voilà, le message envoyé au monde se rappelle que la Russie est une puissance nucléaire. On a eu d'autres épisodes comme ça au cours du conflit qui ont mis les armes nucléaires un petit peu sur le devant de la scène. La Russie a procédé le 20 avril au test d'un nouveau missile balistique à portée intercontinentale, qui s'appelle le Sarmat, qui est un nouveau missile qui est en développement depuis plusieurs années, qui normalement devrait rentrer en service à la fin de cette année 2022. Et en parallèle à ce test, Vladimir Poutine a pris la parole de nouveau pour dire que cette arme, donc ce nouveau missile, doit faire réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays. Donc, une déclaration qui montre que derrière ce test de ce missile, on visait bien à envoyer un message politique. Ce n'était pas simplement voilà, un test d'armes, qu'il y avait bien derrière ça un message politique. Ensuite, on a eu, au moment du défilé militaire du 9 mai, donc, qui fête en Russie la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu, dans le cadre de ce défilé militaire, la présence d'un avion un peu particulier, on le surnomme parfois l'avion de l'apocalypse, puisqu'en fait, c'est un avion de commandement et contrôle nucléaire, donc c'est un avion qui peut être utilisé dans des cas d'urgence pour transmettre un ordre nucléaire. Et en l'occurrence, l'idée, c'est si les bunkers terrestres ont été détruits, il reste la possibilité d'autoriser une réplique grâce à cet avion. Et donc, la présence de cet avion particulier, qui n'est pas présent à chacune des démonstrations militaires russes du 9 mai, qui est parfois présent, parfois pas, sa présence cette année a été interprétée comme un nouveau signal envoyé par la Russie. Au-delà de ces différentes symboliques, si vous avez peut-être suivi l'actualité médiatique, vous avez peut-être entendu parler dans les médias russes, visiblement d'une instrumentalisation des enjeux nucléaires, de commentateurs sur les principales chaînes de télévision russes qui imaginent des attaques nucléaires, y compris contre des pays occidentaux. Et donc, une rhétorique qui est employée dans les médias, des médias qui sont, quand même, on peut le penser, plus ou moins liés à l'État, donc une parole qui n'est pas complètement libre. Si ces débats ont pu avoir lieu sur des chaînes de télévision, c'est probablement qu'il y a eu un accord institutionnel derrière. Donc des débats entre soi-disant experts sur voilà, l'importance de l'arsenal russe et son possible emploi contre des adversaires de la Russie. Tout ça a donné lieu à un certain nombre de craintes exprimées par des experts occidentaux, par des médias occidentaux, avec un scénario qui est revenu assez fréquemment dans le discours, qui est celui de la possible utilisation par la Russie d'armes nucléaires qu'on appelle tactiques en Ukraine. C'est ce scénario-là qui a été le plus mis en avant. Alors, je reviendrai dans quelques minutes pour expliquer concrètement qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire tactique. Mais en tout cas, voilà, on a eu des scénarios qui ont été entretenus du côté occidental par différents experts sur la possibilité d'un recours à ces armes nucléaires en Ukraine.
ce discours général un petit peu alarmiste sur le rôle des armes nucléaires, sur ce que la Russie serait capable de faire. Est-ce que Vladimir Poutine, finalement, ne serait pas capable d'appuyer sur le bouton? Il a lancé une guerre meurtrière en Europe. On dit qu'il perd le contact avec la réalité, qu'il est isolé. Certains vont jusqu'à évoquer un état psychique potentiellement dérangé, voire une maladie terminale. Donc, est-ce que finalement, on ne peut pas s'interroger sur la rationalité de Vladimir Poutine et imaginer qu'il serait prêt à déclencher l'apocalypse nucléaire s'il le fait? Tous ces discours assez alarmistes, moi, me semblent un petit peu problématiques pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'ils participent d'une normalisation des armes nucléaires. On a aujourd'hui, dans les discours, et y compris dans les discours d'anciens militaires qui interviennent dans les médias, d'experts dans les médias, on part du principe que l'emploi de cette arme peut être rationnel, peut être envisagé dans le cadre du conflit en Ukraine. Et donc, on vient à traiter un petit peu cette arme comme si c'était une arme comme les autres. Et donc, on a ici un petit peu un retour en arrière avec une normalisation de ces armes nucléaires, alors que, je vais vous le rappeler dans quelques instants, c'est des armes à part. Et il y a une raison pour laquelle c'est des armes à part. Par ailleurs, ce discours, il est problématique de mon point de vue parce qu'il tend à surinterpréter les différentes agitations nucléaires de la part de la Russie. Il surinterprète ces agitations nucléaires en survendant d'une part le scénario d'un emploi d'armes nucléaires tactiques en Ukraine. C'est un scénario dont la probabilité est, à mon avis, assez faible aujourd'hui, dans les circonstances actuelles. Et en même temps, il perd de vue le rôle absolument central, absolument fondamental des armes nucléaires dans ce conflit. Donc, on a un problème de ce discours qui se centre sur une menace qui, à mon avis, est à relativiser et qui néglige par ailleurs le véritable rôle joué, et un rôle tout à fait important, joué par les armes nucléaires dans le cadre de la guerre en Ukraine. Alors, je vais vous proposer une présentation qui va jouer un petit peu sur les doubles tableaux, qui va d'un côté relativiser la menace spécifique de l'emploi d'armes nucléaires tactiques en Ukraine, mais pour autant qui va prendre une posture plus neutre sur le risque plus général d'escalade nucléaire. Il ne s'agit certainement pas, de ma part, de minimiser le risque global que peuvent représenter les armes nucléaires, vous verrez tout à l'heure. Il m'a semblé important pour commencer cette présentation de revenir un petit peu sur les armes nucléaires, de faire quelques rappels sur qu'est-ce que c'est que ces armes nucléaires et quelles sont leurs spécificités et quelles sont les différentes catégories d'armes, puisqu'on parle donc d'armes tactiques, d'armes stratégiques, parfois on parle d'armes de faible puissance, de forte puissance. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, ces armes nucléaires? J'ai cherché à illustrer un petit peu cette spécificité avec une comparaison. Vous avez à gauche de l'écran la plus grosse bombe conventionnelle d'un arsenal américain aujourd'hui, qui a été employée une seule fois en opération en Afghanistan. Et vous avez à droite la plus petite bombe dans l'arsenal nucléaire américain aujourd'hui. La plus grosse bombe conventionnelle, qui est la plus grosse bombe conventionnelle jamais employée dans l'histoire, et à droite, la plus petite bombe nucléaire dans l'arsenal américain. En termes de puissance de destruction, la plus grosse bombe conventionnelle, c'est l'équivalent de 11 tonnes de TNT. La plus petite bombe nucléaire, c'est 300 tonnes de TNT. Donc la plus petite bombe nucléaire dans l'arsenal américain aujourd'hui est 27 fois plus puissante que la plus grosse bombe conventionnelle jamais utilisée, effectivement. Si on creuse un petit peu cette distinction en élargissant le spectre des armes nucléaires, vous avez un tableau ici donc, qui rappelle d'abord cette arme conventionnelle qui est la plus grosse dans l'arsenal américain, la MOAB. Vous avez ensuite la B-61, donc, qui est la plus petite bombe nucléaire dans l'arsenal américain. Je vous ai mis ensuite la puissance de destruction des deux armes employées par les États-Unis, d'abord à Hiroshima puis Nagasaki. Et en dessous, à la fin du tableau, vous avez la puissance de destruction des têtes nucléaires françaises. La TNO, c'est la tête nucléaire océanique, c'est celle qui équipe les missiles à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. Et la TNA, c'est la tête nucléaire aéroportée, qui équipe la composante donc, aéroportée de la dissuasion nucléaire française. Vous voyez que, et à chaque fois dans la colonne la plus à droite, je vous ai mis le rapport par rapport à cette plus grosse bombe conventionnelle jamais existante, jamais utilisée. Vous voyez déjà que la bombe employée à Hiroshima était 1364 fois plus puissante que la plus grosse bombe conventionnelle
jamais utilisé. Si on prend le missile M51 et la tête nucléaire océanique, donc, ce qui compose le gros de la dissuasion nucléaire française, vous voyez que cette arme, elle a une puissance de destruction qui est 9000 fois supérieure à celle de la plus grosse bombe conventionnelle. Et pour la tête nucléaire aéroportée, c'est même 27 000 fois la puissance de destruction. Ces armes, par ailleurs, ont une puissance de destruction qui, pour des armes nucléaires modernes, est modeste. L'arsenal américain et l'arsenal russe contient des têtes nucléaires d'une puissance bien plus importante que ces têtes françaises. Donc vous voyez ici qu'on a un rapport en termes de puissance de destruction entre armes conventionnelles et armes nucléaires. On a un changement de catégorie. On a une rupture radicale en termes de puissance de destruction entre les armes conventionnelles et les armes nucléaires. On change complètement de catégorie, on change d'ordre de grandeur. Alors, ces tableaux-là qui nous disent que c'est X fois plus destructif, ce n'est pas très parlant. Je vais vous illustrer concrètement les effets d'une arme nucléaire. Vous avez un site internet, NUCMA, qui permet de simuler l'explosion d'une arme nucléaire au lieu de votre choix. Donc, vous pouvez choisir sur la carte la ville de votre choix, l'endroit de votre choix. Donc là, j'ai choisi Bordeaux donc, pour que ça soit assez parlant. Qu'est-ce qui se passe si on avait une tête nucléaire qui explosait au-dessus de Bordeaux? J'ai choisi ici donc, une puissance de destruction de 100 kilotonnes de TNT. Donc, c'est, voilà, on va dire, entrée de gamme en termes de puissance de destruction pour du nucléaire aujourd'hui. Vous avez les différents effets de cette explosion nucléaire qui sont représentés par différentes couleurs. En jaune au milieu, un tout petit cercle jaune au milieu, c'est la boule de feu qui se produira du fait de cette explosion nucléaire et qui pulvérisera absolument tout ce qu'il y a dans cette zone. Ensuite, en vert, vous avez les émissions radioactives qui vont faire que la plupart des personnes mourront en l'espace de quelques semaines pour les personnes dans cette zone. Vous avez ensuite en gris l'effet de souffle, donc un effet de souffle qui va être tellement fort, tellement violent, qui va détruire quasiment l'ensemble des bâtiments sur son passage et causer de facto des blessures très importantes pour toutes les personnes qui sont sur place, qui vont se prendre des débris notamment. Et ensuite, en orange, c'est la chaleur, donc l'émission de chaleur extrêmement importante qui va être dégagée et donc qui vont causer des brûlures. Et donc là, c'est des brûlures dans ce cercle-là qui vont être très certainement fatales aux personnes qui vont être touchées. Le bilan humain de cette explosion nucléaire, vous le voyez à droite, c'est 112 000 morts et 200 000 blessés, donc un peu plus de 300 000 personnes qui seraient victimes de cette explosion nucléaire. Bordeaux est un très mauvais exemple pour illustrer les effets d'une arme nucléaire, puisque c'est une ville qui, vous le savez, a peu de bâtiments élevés, une densité de population assez faible. J'ai testé le même scénario au-dessus de Paris, même puissance de destruction. On est à 580 000 morts et 1,4 million de blessés. Donc 2 millions de personnes qui seraient victimes de cette explosion nucléaire. On parle d'une seule arme, on parle d'une seule détonation. Donc en un seul coup, vous pouvez tuer ici, au-dessus de Bordeaux, 100 000 personnes. Quand on parle de puissance de destruction de bombes conventionnelles, vous avez probablement vu des images de bâtiments ukrainiens qui ont été touchés. Bon, c'est une partie du bâtiment qui est détruite. Au pire, pour des grosses armes conventionnelles, vous pouvez détruire un bâtiment. Là, vous le voyez, Bordeaux disparaîtrait. Concrètement, le souffle va jusqu'à Talence, donc la ville entière est rasée et vous avez un bilan humain qui est en une seule attaque, absolument catastrophique. Donc on a eu, et c'est la raison pour laquelle on parle souvent de révolution nucléaire, on a un changement qui est produit par l'apparition des armes nucléaires, la capacité, avec une seule arme, à imposer un niveau de destruction qui était inimaginable par le passé et qui n'est probablement pas atteignable conventionnellement. Ou alors il faut vraiment énormément de bombes conventionnelles pour arriver à un résultat qui serait un tout petit peu similaire. Ces armes nucléaires donc, ont une puissance de destruction qui est sans commune mesure avec ce qui existait auparavant. Aujourd'hui, du côté de la Russie et des États-Unis,
on a à peu près 1500 têtes nucléaires des deux côtés qui sont déployées. Déployées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont montées sur des missiles prêts à être tirés. Prêts à être tirés, ça veut dire quoi? Ça veut dire généralement que le missile peut partir en l'espace de quelques minutes. Pour les sous-marins, ça va être une quinzaine de minutes. Pour les missiles terrestres, ça va être un peu moins. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où tant les États-Unis que la Russie maintiennent en permanence 1500 têtes nucléaires qui peuvent être envoyées en l'espace de quelques minutes. Ces têtes nucléaires, pour la plupart, elles sont montées sur des missiles balistiques à portée intercontinentale. Portée intercontinentale, ça veut dire que du territoire russe, vous pouvez toucher les États-Unis, du territoire américain, vous pouvez toucher la Russie. Vous n'avez pas besoin de prépositionner ces armes-là, elles peuvent parcourir une distance extrêmement importante. Par ailleurs, ces missiles balistiques ont une vitesse extrêmement importante. On est dans le haut de la gamme hypersonique, donc on est autour de 20 fois la vitesse du son, ce qui fait que la distance pour parcourir les États-Unis à la Russie, c'est une vingtaine de minutes. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où les États-Unis et la Russie maintiennent chacun 1500 têtes nucléaires déployées qui, en l'espace d'une demi-heure, peuvent atteindre le territoire de l'autre et, vous le voyez, donc raser de facto l'ensemble du pays de l'autre, l'ensemble de ces villes. Une bombe, vous voyez, ça rase Bordeaux, vous en avez 1500 qui sont déployés en permanence. C'est l'état d'équilibre de la terreur qui est maintenu depuis la fin de la guerre froide et qui continue aujourd'hui. On parle de différentes catégories d'armes nucléaires et je vous mentionnais tout à l'heure des armes tactiques et on a une opposition donc, entre armes tactiques et armes stratégiques. C'est une distinction qui est un petit peu problématique. Alors en réalité, cette distinction aujourd'hui, elle est coutumière. Les armes stratégiques, c'est les armes qui sont couvertes par différents traités, d'abord de limitation puis de réduction des armements stratégiques. Donc en fait, c'est une catégorie assez arbitraire. C'est simplement les armes qui ont été mentionnées dans ces traités. Et la catégorie de ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques, c'est tout le reste. Donc tout ce qui n'est pas mentionné dans ces traités bilatéraux américano-russes, c'est des armes tactiques. En réalité, c'est une distinction qui n'est pas extrêmement pertinente parce que ces armes peuvent être employées de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des armes stratégiques que vous pouvez employer sur le champ de bataille, il y a des armes tactiques que vous pouvez employer sur le champ de bataille. De même, il y a des armes stratégiques qui peuvent être employées contre les arrières, contre les centres urbains, les centres économiques. C'est la même chose, il y a des armes tactiques qui peuvent être employées contre les centres urbains ou économiques et politiques. Donc c'est une distinction qui voilà, est un petit peu problématique. Une autre distinction qui revient oppose armes de forte puissance à armes de faible puissance. Alors c'est un petit peu bizarre de parler d'armes de faible puissance puisque, comme je vous le disais, même les armes de faible puissance nucléaire, elles sont beaucoup plus puissantes que les armes conventionnelles. Néanmoins, comme l'illustre très bien ce graphique, vous avez effectivement une gamme d'options nucléaires très importante. Là, vous avez grosso modo un panorama de l'ensemble des têtes nucléaires dans l'arsenal nucléaire américain aujourd'hui. Vous voyez qu'on a du relativement petit nucléaire avec une puissance de destruction de 0,3 kilotonnes de TNT et on monte jusqu'à 455 kilotonnes de TNT. Donc, on voit que les États-Unis ont un certain nombre d'options et une gradation dans la puissance de destruction. C'est difficile de dire qu'est-ce que c'est que du faible puissance pour le nucléaire. Il n'y a pas de limite précise. Aujourd'hui, grosso modo, en dessous de 10 kilotonnes de TNT, on va considérer que c'est des armes de faible puissance. Et quand on peut parler ou quand on peut imaginer des scénarios d'emploi par la Russie d'armes de faible puissance, a priori, ça serait plutôt autour de 5-10 kilotonnes en puissance de destruction, en équivalent kilotonnes de TNT. Donc, je vous ai, pour vous montrer que même les effets d'une petite arme nucléaire, d'une arme nucléaire de faible puissance seraient tout à fait majeurs, j'ai simulé ici une explosion au-dessus de Bordeaux d'une arme qui a seulement 6 kilotonnes en équivalent de puissance de destruction. Vous voyez que cette arme, elle fait quand même 20 000 morts d'un seul coup, 74 000 blessés. Si on reprend l'exemple de Paris, on est carrément à 100 000 morts avec cette arme-là. Ce qu'on appelle une arme de faible puissance, vous voyez que ça peut causer des dégâts absolument considérables. Donc cette expression de faible puissance, elle est peut-être à nuancer, et on comprend tout de suite que quelle que soit l'arme nucléaire qui serait possiblement employée par la Russie
en Ukraine, ces effets seraient absolument dramatiques. Ces effets seraient absolument énormes. Même une arme de faible puissance aurait des répercussions absolument considérables. Alors justement, pour revenir un petit peu sur ce scénario d'emploi d'armes nucléaires en Ukraine, d'armes nucléaires qui seraient tactiques ou de faible puissance, c'est quelque chose qui a été mis en avant, c'est quelque chose qui, à mon avis, comme je vous le disais, est à relativiser assez fortement. C'est à relativiser pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça ne correspond absolument pas à la doctrine aujourd'hui nucléaire de la Fédération de Russie. Pour le coup, la Russie a une doctrine nucléaire qui est très claire, qui est grosso modo cohérente depuis la fin de la guerre froide, qui liste un certain nombre de cas dans lesquels elle envisage de recourir à des armes nucléaires. Ces cas, ils sont au nombre de 3. Une attaque nucléaire ou une attaque à partir d'armes de destruction massive contre la Russie ou ses alliés. La Russie pourrait en réponse recourir à des armes nucléaires. Deuxième scénario, une attaque qui viserait à s'en prendre à l'intégrité de l'arsenal nucléaire russe. Et troisièmement, une attaque d'ampleur, possiblement conventionnelle, qui remettra en cause l'existence de l'État russe. Donc on parle ici d'enjeux existentiels. Pour l'instant, l'existence de la Russie en tant qu'État n'est absolument pas mise en cause par l'intervention russe en Ukraine. Et donc, on voit mal, qu'est-ce qui pourrait, en tout cas, ça ne serait pas cohérent avec leur doctrine, ça ne correspond pas à la doctrine russe, un possible emploi d'armes nucléaires en Ukraine. Bon, vous pouvez me dire, c'est des textes officiels, rien n'oblige la Russie à les respecter, la Russie pourrait se détacher de cette doctrine. Peut-être, mais qu'est-ce que ça lui permettrait d'accomplir de recourir à des armes nucléaires en Ukraine? Militairement, ça ne changerait pas la donne. Une explosion nucléaire ne mettrait pas fin à la résistance de l'armée ukrainienne. Si on voulait que ces armes nucléaires aient un impact militaire, il faudrait commencer à parler d'une multitude d'explosions nucléaires, possiblement. Donc là, ça serait possiblement plusieurs dizaines, centaines d'attaques nucléaires pour que ça ait un impact militaire sur le terrain. L'enjeu pourrait être politique, c'est-à-dire envoyer un message à l'Ukraine, un message de démonstration de la volonté russe, un message qui consiste à dire si vous n'arrêtez pas votre résistance, on est prêt à vous infliger des souffrances encore plus importantes que celles qu'on vous a infligées jusqu'à présent. Mais en même temps, on ne voit pas très très bien ce que la Russie pourrait réellement retirer de ce message-là. L'Ukraine a montré qu'elle était prête à payer un prix très élevé pour refuser les demandes russes. On ne voit pas trop ce que un emploi démonstratif d'une arme nucléaire pourrait changer. Ensuite, il ne faut pas négliger le coût que ça aurait pour la Russie de recourir effectivement à une arme nucléaire. On est dans une situation aujourd'hui qu'on qualifie de tabou nucléaire. Les armes nucléaires sont des armes qui n'ont pas été employées depuis maintenant 77 ans. Elles ont été employées à une seule de reprise donc, en 1945. Depuis, on a une tradition de non-emploi qui s'est instaurée et on a cette idée que les armes nucléaires sont des armes à part dont l'emploi est réservé pour des circonstances vraiment exceptionnelles. Et il paraît relativement évident que si la Russie venait à recourir à des armes nucléaires, ça créerait pour elle des retombées négatives extrêmement importantes sur le plan politique et ça mettrait en porte-à-faux, y compris des États qui, aujourd'hui, sont dans une position peut-être ambiguë, voire de soutien avec la Russie. Les condamnations internationales ont été fortes par rapport à son intervention en Ukraine. Il ne fait pas de doute que le recours à une arme nucléaire par la Russie entraînerait des condamnations internationales encore plus fortes. On a par ailleurs pour l'instant absolument aucun élément montrant que la Russie envisage ou envisagerait de recourir à des armes nucléaires en Ukraine. Au contraire, toutes les armes nucléaires tactiques sont stockées. C'est-à-dire que la Russie ne déploie pas d'armes nucléaires tactiques aujourd'hui. Elles sont stockées dans des entrepôts. Et il n'y a absolument aucun signe aujourd'hui qui atteste d'une sortie de ces armes des entrepôts pour possiblement se placer dans une situation où elles pourraient être employées. Donc, on a des gains qui sont tout à fait qui sont
invisible aujourd'hui, on aurait un coût qui serait très important. Ça ne correspond pas à la doctrine russe et on n'a absolument aucun élément qui va dans le sens d'une préparation de la Russie ou même de mouvement de la part de la Russie pour aller dans ce sens d'un emploi des armes nucléaires tactiques. Pour autant, donc, s'il faut relativiser le risque d'emploi d'armes nucléaires tactiques en Ukraine, le rôle des armes nucléaires est absolument prépondérant dans le cadre de ce conflit. Il est prépondérant, mais de manière plus indirecte et non pas dans la relation entre la Russie et l'Ukraine, mais dans la relation entre la Russie et les États occidentaux. Les armes nucléaires ont été utilisées, instrumentalisées par la Russie pour dissuader les Occidentaux de recourir à des moyens plus forts en représailles aux actions russes en Ukraine. On a ici, de la part de la Russie, une volonté d'envoyer un certain nombre de signaux nucléaires vers les États occidentaux afin de faire planer un doute sur ce qui pourrait se passer si les Occidentaux allaient trop loin dans leur soutien vis-à-vis de l'Ukraine, et notamment si les Occidentaux allaient jusqu'à intervenir militairement directement dans ce conflit. Donc ici, les armes nucléaires sont en réalité un moyen de pression de la Russie vis-à-vis des Occidentaux pour limiter leur réponse à l'agression russe. Et ça fait écho à une théorie qui avait été développée pendant la guerre froide. Alors c'est une théorie qui a un nom un peu barbare, ça s'appelle la théorie du paradoxe de la stabilité-instabilité. C'est une théorie en fait qui nous dit que les armes nucléaires ne rendent pas toute forme de violence impossible. Elles rendent certaines formes de violence au niveau le plus élevé, donc au niveau nucléaire ou au niveau de la guerre conventionnelle majeure. Elles rendent ces formes de violence improbables, c'est pour ça qu'on parle ici de stabilité, mais en contrepartie, elles pourraient favoriser certaines formes de violence à des niveaux plus bas de conflictualité. Et en l'occurrence, cette théorie, si on l'appliquait au cas ukrainien, elle amènerait à postuler la possibilité d'un affrontement entre occidentaux et russes. Concrètement, il y a deux mécanismes qui sont identifiés qui expliquent cette possibilité d'un affrontement entre puissances nucléaires mais limitées. Le premier élément, c'est le fait que les armes nucléaires ne sont pas capables de dissuader des actes d'agression limités. Vous ne pouvez pas menacer de recourir à des armes nucléaires, sachant que l'autre répliquerait également. Vous ne pouvez pas menacer de vous suicider pour quelque chose qui a des finalités politiques trop faibles. Ici, si on l'appliquait au cas de l'Ukraine, on peut penser qu'il serait irrationnel pour la Russie de menacer les États-Unis de recourir à des armes nucléaires simplement pour les empêcher de rejoindre le conflit en Ukraine. Ça serait disproportionné de risquer pour la Russie son propre anéantissement dans le cadre d'une guerre nucléaire, simplement pour obtenir un avantage modeste sur le champ de bataille. Par ailleurs, on a cette idée que du fait du risque que font peser les armes nucléaires, les États ont conscience de ce risque, vont tout faire pour l'éviter et vont donc se mettre d'accord pour limiter le risque d'escalade de niveaux de violence faibles vers des niveaux de violence qui pourraient impliquer le recours aux armes nucléaires. Et donc cette entente des belligérants contre l'escalade nucléaire rendrait possible et relativement sûr un espace de conflictualité relativement bas. Cette théorie, elle a été développée pendant la guerre froide en nous disant l'hypothèse d'une guerre en Europe entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, cette hypothèse d'une guerre en Europe est renforcée, et non pas affaiblie, par l'existence des armes nucléaires. Si on l'appliquait au cas ukrainien, cette théorie nous inciterait à penser que les Occidentaux pourraient intervenir militairement en Ukraine, puisque tant les Occidentaux que la Russie ne prendraient jamais le risque d'une escalade dans le domaine nucléaire qui engendrerait leur destruction commune. Cette théorie, elle est démentie aujourd'hui par ce qui se passe en Ukraine. Les faits montrent que cette théorie n'est en réalité pas valide, en tout cas dans le cadre de la relation entre les États-Unis et la Russie. Et on avait un certain nombre d'auteurs qui étaient assez critiques de cette théorie, notamment un des principaux auteurs de la révolution nucléaire aux États-Unis, qui s'appelle Robert Jervis, qui nous disait que cette théorie, elle est très belle en théorie, mais elle néglige le fait que quand on parle de confrontation potentielle entre États nucléaires,
eh bien, le spectre d'une escalade, même involontaire, est toujours là. Et ce spectre d'une escalade, même involontaire, va engendrer une retenue extrêmement importante des deux côtés, ou au moins de l'un des deux côtés, quand on est dans cette situation de réponse à une agression. Et en l'occurrence, donc, j'avais noté une citation de Gervis qui nous dit « Parce que le spectre de la dévastation est présent dans toute confrontation entre superpuissances, la peur d'une guerre totale peut dissuader toutes sortes d'aventures, même si le fait de déclencher une telle guerre serait irrationnel. » Donc on a une incitation à la prudence, et c'est bien ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine. On a du côté des Occidentaux placé certaines limites à leur engagement en faveur des Ukrainiens, et ces limites, elles ont été placées par crainte d'aller trop loin et de provoquer, possiblement avec la Russie, une escalade qui pourrait aller jusqu'au conflit nucléaire. Et donc, on a, du côté des Occidentaux, effectivement, une retenue dans les mesures qui sont mises en œuvre pour ne pas prendre des risques, pour ne pas aller dans un scénario où possiblement on ne maîtrise pas ce qui pourrait se passer et on pourrait déboucher sur le recours à des armes nucléaires. Et donc aujourd'hui, on a un petit peu un jeu qui se met en place entre la Russie et les Occidentaux. Du côté des Occidentaux, eh bien, on cherche à savoir jusqu'où on peut aller sans trop provoquer la Russie et sans prendre le risque donc d'une escalade qu'on ne maîtriserait pas. On voit bien que l'option d'une intervention militaire directe a été écartée. Elle n'est pas envisageable. L'hypothèse d'un affrontement direct avec la Russie est écartée. Et ça a été mentionné tout à l'heure, on écarte également l'hypothèse de la fourniture d'armes à l'Ukraine qui lui permettrait de frapper le territoire russe. Donc on considère ici que c'est un geste de provocation qui est trop important, et pour l'instant, les Occidentaux ne sont pas prêts à aller jusque-là. Fournir des armes pour que les Ukrainiens résistent à l'invasion, oui. Fournir des armes pour que les Ukrainiens soient potentiellement en mesure de frapper le territoire russe, c'est perçu aujourd'hui comme une provocation trop grande, comme un risque que les Occidentaux ne sont pas prêts à prendre dans ce contexte-là. Du côté de la Russie, on a vu que celle-ci a essayé de voir justement jusqu'où elle pouvait tirer cet avantage que lui procure sa dissuasion nucléaire. Jusqu'où elle peut essayer de faire pression sur les Occidentaux pour limiter leur réponse. Et notamment, on a eu plusieurs déclarations de la part d'officiels russes qui consistaient à dire la fourniture d'armes par les États occidentaux confère le statut de co-belligérant. Julien a expliqué tout à l'heure que juridiquement, ça n'est pas le cas, mais c'est un argument politique qui a été employé par la Russie pour ici mettre la pression sur les Occidentaux et leur dire on vous considère comme des co-belligérants, on vous considère comme en guerre avec nous, ce qui veut dire que possiblement, on peut réagir militairement à vos actions. Donc c'était un moyen par le discours politique de faire pression sur les Occidentaux pour essayer que ceux-ci limitent leur fourniture d'armes à l'Ukraine. La Russie a fait marche arrière et tend à ne plus mettre autant en avant cette dimension aujourd'hui parce qu'elle voit bien que les Occidentaux passent outre pour le coup ces menaces et que là, elle pourrait se retrouver en position où elle-même énonce des menaces sans mettre à exécution des représailles quand les Occidentaux ignorent ces menaces. Donc on est dans une situation où chacun teste un petit peu l'autre, voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est possible dans ce rapport qui se met en place. Et on se retrouve dans un schéma qui est un schéma assez classique de guerre froide, d'affrontement indirect. L'affrontement direct est à éviter à tout prix parce qu'on n'en maîtrise pas les risques d'escalade. On est dans cette logique d'affrontement indirect avec ce qu'on appelle donc une guerre proxy, une guerre par procuration. Les États-Unis et les Occidentaux contournent ce risque d'escalade, ou pensent contourner ce risque d'escalade en n'agissant pas directement, mais en étant dans la fourniture d'armement avec les Ukrainiens. Mais évidemment, cette situation, elle est possiblement instable. Elle est possiblement instable parce qu'on ne sait pas à quel moment est-ce que l'un ou l'autre pourrait aller trop loin et puis finalement franchir ce qui serait une ligne rouge pour l'autre et provoquer effectivement un processus d'escalade par la suite. Et donc, si on se demande quel est le risque d'escalade de cette situation aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Ça va dépendre en partie de la capacité des Occidentaux à réfréner certaines de leur ardeur, à ne pas aller trop loin dans leur réponse vis-à-vis de l'agression russe. Ça va dépendre également de l'évolution de la situation pour la Russie. Si celle-ci venait à se retrouver dans une situation militaire plus précaire, il est clair que le risque augmenterait. En tout cas, ce qui est
relativement sûr, c'est qu'on ne peut pas écarter cette hypothèse. Il n'y a rien d'axiomatique à une absence d'escalade nucléaire entre elles. Et pour conclure, je voulais juste souligner qu'on est dans un cas d'étude extrêmement intéressant par rapport aux effets contradictoires de l'arme nucléaire, qui certes est facteur de paix, puisqu'elle dissuade en l'occurrence un affrontement direct entre Occidentaux et Russie. Donc, si les Occidentaux ne sont pas directement en guerre contre la Russie aujourd'hui, c'est très certainement à cause, grâce, selon mon point de vue, de la dissuasion nucléaire russe, qui a dissuadé une réaction militaire directe des Occidentaux. Pour autant, cet effet pacificateur, eh bien, il implique en retour une forme d'impunité à l'agressivité russe. On peut se poser la question, d'une histoire contrefactuelle, est-ce que la Russie aurait pris le risque d'attaquer l'Ukraine si elle ne disposait pas d'armes nucléaires capables de dissuader une réponse occidentale directe? La question est ouverte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dissuasion nucléaire lui a permis de se mettre à l'abri d'un certain nombre de mesures de réaction de la part des Occidentaux, intervention militaire directe, mais également donc, certaines fournitures d'armement. Cette dissuasion nucléaire, donc, facteur de retenue des Occidentaux, facteur d'impunité pour la Russie. Merci.